Il y a deux esprits maléfiques ici. Certains disent que des esprits sont parmi nous. Des phénomènes étranges liés aux fantômes ont été rapportés des quatre coins du monde. Oh mon Dieu, ça a bougé. Des bruits étranges. Des photos mystérieuses. Ils semblent très réels aux gens qui les vivent, mais ce ne sont que des hallucinations. Vous n'y croyez pas? Alors venez dormir chez moi. J'ai emménagé dans le Connecticut en 1989. J'étais en plein divorce et je cherchais une maison pour ma fille et moi. Après plusieurs mois de recherche, Amy Moore trouve une maison à Mansfield, dans le Connecticut, à environ 240 km au nord-est de New York. J'ai vu cette maison qui était absolument magnifique. Elle était délabrée, mais vraiment magnifique. Elle était abandonnée. À l'époque, j'ignorais qu'elle appartenait à l'État. Elle a été mise en vente. J'ai fait une offre d'achat et j'ai eu la chance de pouvoir l'acquérir. J'étais vraiment très contente. Quand j'ai emménagé, des événements étranges se sont produits. C'est là que j'ai commencé à penser qu'il y a des phénomènes dans ce monde que l'on ignore. Le premier soir, j'étais seule dans la maison. J'étais perchée sur une échelle, en train de décoller plusieurs couches de papier peint. Et tout à coup, j'ai entendu une succession de bruits sourds. Le mur s'est mis à vibrer, comme si quelqu'un le frappait depuis l'autre côté. Je n'ai pas cherché à comprendre. J'ai pensé que c'était un cambrioleur, alors je suis partie. D'autres choses se sont produites. Des portes claquaient toutes seules et j'entendais des bruits de pas à l'étage. C'était de plus en plus fréquent. J'ai pensé que je perdais la tête. Ça ne pouvait pas être réel. D'autant plus que la porte qui relie le deuxième et le troisième étage est fermée par un loquet. J'entendais un clic et la porte s'ouvrait. Alors je la fermais et je mettais le verrou. Dès que je m'éloignais, j'entendais un clic à nouveau. Et la porte s'ouvrait. J'ai donc installé une cheville en bois pour être sûr que le loquet tienne en place. Mais la porte continue à s'ouvrir. C'était effrayant. J'étais vraiment terrifiée. Il n'y avait pas d'explication. Je ne croyais pas aux histoires de fantômes. Je n'y avais jamais cru. Et je n'y croyais toujours pas. Plusieurs invités d'Amy disent être témoins de visions et de bruits inexplicables. Parmi eux, Dave McGann,
un ancien policier. Quand j'ai emménagé, Amy m'a dit « Tu sais, Dave, tu peux vivre ici si tu veux, mais tu dois savoir qu'il y a un fantôme. » Je ne crois pas aux fantômes, donc je me suis dit « Pas de problème. » J'étais dans mon lit, après avoir fait de la peinture. Je regardais la télé quand j'ai vu le sac plastique bouger. Une bouteille vide a roulé hors du sac. Ça ne m'a pas alarmé à l'époque. Je suis allé dans la salle de bain. Quand j'en suis sorti, j'ai vu la bouteille, je l'ai prise et je l'ai remise dans la poubelle. Quand je me suis retourné, la bouteille a volé près de ma tête et a heurté le mur violemment. Elle a vraiment fusé. J'ai regardé tout autour de moi et au même moment, j'ai entendu une sorte de grognement. Je n'avais jamais entendu ça de ma vie. C'était terrifiant. Vraiment. Je ne peux pas vous dire ce que c'était. Quand un phénomène physique comme celui-ci se produit, mais qu'il n'y a rien pour l'expliquer, ça vous retourne le cerveau. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Tu ne peux pas l'expliquer. Mais ce n'était que le début pour Dave. Il dit avoir été témoin d'autres phénomènes inexplicables. J'avais fini de manger et je suis redescendu au rez-de-chaussée. La cuisine se trouve à gauche, en descendant l'escalier. J'allais y entrer quand quelque chose est apparu devant moi. Je ne sais pas ce que c'était. Ça ne faisait aucun bruit et ça ne dégageait pas d'odeur. Rien. Mis à part le fait que la lumière ne passait pas à travers. Ça n'avait pas vraiment la forme d'une personne. C'était plutôt une silhouette. J'ai tout de suite reculé et je l'ai vu disparaître au coin. J'ai regardé plus attentivement et il n'y avait plus rien. Ça a été ma première rencontre avec ce que j'appelle maintenant l'ombre humaine. Je l'ai aperçu plusieurs fois durant mon séjour ici. Je ne sais pas ce que c'est et je n'ai pas envie de savoir. Je veux vivre ma vie et cette chose n'en fait pas partie. Je ne voudrais plus habiter ici. Je ne vous conseillerais pas d'y passer la nuit. Avec le temps, les incidents s'amplifient. Je n'ai jamais été confrontée à ce à quoi j'ai été confrontée ici. Il se passait tout le temps des choses. Ça n'arrêtait jamais. J'étais dans mon lit une nuit et j'ai entendu quelque chose chuchoter à mon oreille. Je me suis redressée d'un coup. J'ai commencé à entendre des grognements. Une sorte de... J'étais pétrifiée. Je me sentais incapable de bouger. J'avais trop peur de tomber nez à nez avec quelque chose de maléfique. Mais il n'y avait rien ni personne. Je me sentais menacée, physiquement menacée. Dans cette maison,
Je ressens la présence de deux entités maléfiques. Je voulais comprendre ce qu'il se passait et avoir la preuve que ce dont j'étais témoin était réel et pas une invention de mon esprit. C'est là qu'un de mes amis m'a parlé de Joe Gallant. Joe Gallant est un spécialiste du paranormal. Il a tenté de mettre en évidence la présence de fantômes dans la maison d'Amy. Amy m'a confié qu'elle était effrayée de rester seule chez elle. Elle ne voulait plus vivre dans la peur. Elle avait besoin que quelqu'un vienne chez elle pour l'aider à comprendre ce qui se passe. C'est pour ça que nous sommes là. On va s'installer dans l'aile gauche, ok? D'accord. Pendant que Joe et son équipe d'enquêteurs s'installent avant de commencer leurs recherches, une autre équipe se dirige vers Xochimilco, au Mexique, pour enquêter sur un autre signalement d'activité paranormale. Alejandro Silva et Carla Castro sont en route pour une chinampa, ou île artificielle, qui, d'après certaines légendes locales, serait hantée. On se dirige vers l'île des Poupées, un endroit soi-disant magique et mystérieux. On raconte beaucoup d'histoires sur cette île ici, à Xochimilco. On y va pour enquêter et voir s'il s'y passe vraiment des phénomènes étranges. C'est une vieille légende qui a été rapportée par Don Julian, qui était le propriétaire de l'île. Il était effrayé et collectionnait les poupées pour écarter les esprits. Les gens disent que les poupées bougent toutes seules. On espère les voir bouger, constater des phénomènes étranges. C'est notre objectif. C'est pour voir ça qu'on est venu. C'est très impressionnant. On n'y passerait pas une nuit. Je crois véritablement à ces phénomènes. Ils sont réels. Il se passe des choses inexpliquées et nous voulons en apporter la preuve. Anastasio Santana est le propriétaire actuel de l'île des Poupées. Je suis le neveu de Julian Santana Barrera, le fondateur de l'île. Dans sa jeunesse, il aimait venir ici pour faire pousser des plantes. Il les semait dans ses champs, les récoltait et puis les vendait. Anastasio a passé une grande partie de sa vie ici avec son oncle. Mon oncle m'a raconté que dans les années 50, il avait vu 3 filles d'une vingtaine d'années nager ici. Il travaillait pendant que les filles s'amusaient. L'une des filles s'est noyée. Ses amis l'ont hissée dans leur canoë, l'ont couverte de feuilles de maïs et l'ont laissée à l'endroit où se trouve maintenant la croix. C'est là que c'est devenu hanté. Il m'a dit que lorsqu'il s'absentait pour aller chercher de la nourriture, il retrouvait des poupées dans le canal. Il les ramassait et les installait en guise d'épouvantail. Mais l'île a continué à être hantée. Il espérait que ça effraierait l'esprit de la jeune fille. Il a donc continué à ramasser les poupées jusqu'en 1980. Aujourd'hui, il y en a plus de 1000. Le jour de sa mort, il était en train de pêcher.
Il a eu une crise cardiaque et est tombé à l'eau. Quelques secondes plus tard, je l'ai vu flotter. Anastasio? Oui, bonjour. Bonjour, enchanté. Anastasio fait visiter l'île à Alejandro et Carla avant qu'ils ne commencent à faire des recherches pour prouver qu'elle est bien hantée. On a entendu beaucoup d'histoires sur les poupées qui bougeraient toutes seules. Vous entendriez même les pleurs. Oui, certaines poupées sont là depuis plus de 10 ans. Quand elles tombent, je les ramasse. Elles se mettent alors à bouger, comme si elles avaient des piles. D'autres ont les yeux qui bougent. On pourrait voir l'endroit où votre oncle est mort? Oui, bien sûr. La fille est morte ici en 1950. Mon oncle a eu une crise cardiaque au même endroit. On pourrait attribuer ça au mysticisme de l'endroit. Il aurait pu pêcher 50 mètres plus loin, mais il est mort au même endroit que la jeune fille. C'est pour ça qu'il y a 2 croix. Pendant ce temps, l'enquête aux États-Unis est sur le point de commencer. Je ne voudrais plus habiter ici. Je ne vous conseillerais pas d'y passer une nuit. L'équipe de Joe Gallant a pratiquement fini de tout installer pour déterminer si la maison d'Amy est bel et bien hantée. On va placer 5 caméras dans la maison. Au moins une caméra par étage. On va relier les caméras à des micros pour enregistrer les EVP, c'est-à-dire les phénomènes de voix électronique. Tout est prêt, ça enregistre. La caméra 2 est placée dans le grenier. C'est sur celle-ci que l'une de nos enquêtrices a vu de ses propres yeux une apparition physique aller d'une pièce à l'autre. Lors de sa dernière enquête dans la maison, Joe dit avoir capturé l'image d'un fantôme. Les allégations de fantômes visibles sur photographie ne datent pas d'hier. Il n'y a pas un seul pays au monde où des gens n'ont pas cru aux fantômes et n'ont pas eu ce genre d'expérience étrange. Chris French est professeur et docteur en psychologie à l'Université de Londres, où il cherche des explications scientifiques à des phénomènes prétendument paranormaux. Comme la plupart des scientifiques, il est sceptique quant à la véracité de ces phénomènes. L'Angleterre est probablement le pays le plus hanté du monde. Du moins, c'est ce que beaucoup d'Anglais pensent. La ville de Wem, située à environ 270 km de Londres, fut le décor d'une des plus célèbres photographies de fantômes au monde. En 1995, l'hôtel de ville de la petite ville de Wem fut détruit dans un incendie. Tony O'Reilly était présent et a pris de nombreux clichés de l'incendie. Quand il a développé la pellicule, les photos étaient très impressionnantes. Mais une, en particulier, sortait du lot. L'un des clichés était très effrayant. On y voyait devant le bâtiment en flammes la silhouette fantomatique d'une petite fille. Il a pensé, comme beaucoup de gens, qu'il avait pris en photo un fantôme. Des personnes, un étrange faisceau lumineux ou des grains de poussière qui sont flous. Et à l'ère des logiciels de retouche d'image, on ne peut pas exclure la possibilité d'un canular. Ils sont de plus en plus difficiles à déceler.
On a demandé à Tony O'Reilly s'il avait trafiqué la photo, et il a nié en bloc. Non, non, pas du tout. En 2010, un article est paru dans un journal local, le Shropshire Star, dans lequel figurait une vieille carte postale de la ville. Un lecteur à l'œil avisé avait remarqué sur cette carte postale une petite fille qui ressemblait étrangement à celle de la photo. Quand on compare les deux images, il semble clair que la fillette et le fantôme de Wem sont la même personne. Quelqu'un avait apparemment placé la jeune fille de la carte postale en surimpression sur la photo de l'incendie de 1995. Je n'ai donc jamais vu de photographie de ce qu'il me semblait être un véritable fantôme. Je pense que je n'en verrai jamais. Des études psychologiques ont démontré que si l'on croit aux fantômes, on a plus de chances d'être persuadé d'en avoir croisé un. S'il arrive quelque chose d'inexplicable, ça doit être un fantôme. Quelqu'un qui n'y croit pas cherche d'autres explications ou accepte tout simplement que certaines choses lui échappent. L'un des endroits les plus célèbres pour ces événements inexpliqués est le château de Muncaster, dans le comté de Cumbria, en Écosse. Sa réputation d'être hanté en fait le lieu idéal pour tester la véracité de l'idée même de phénomènes surnaturels. Le château de Muncaster est connu dans le monde entier pour être l'un des endroits les plus hantés d'Angleterre, et même du monde. Certaines parties du château datent du XIVe siècle. Peter Frost Pennington en est le gestionnaire et l'un des descendants de la famille qui l'a fait construire. C'est intéressant de voir le nombre de gens qui viennent ici et sont confrontés à des phénomènes. La pièce la plus hantée est la chambre des tapisseries. Beaucoup de choses s'y passent, comme un enfant qu'on entend pleurer. Il y a aussi le portrait de Tom Fool dans le couloir. L'autre couloir, qui relie les chambres, est censé être hanté par des silhouettes. On aurait entendu des pas dans la grande salle. Et on aurait vu des poignées de porte se tourner toutes seules. Et la salle à manger serait hantée par des poltergeists. En dehors de ça, tout est normal. Les événements étranges du château de Muncaster sont étudiés par le docteur Jason Braithwaite, psychologue cognitiviste et maître de conférences à l'université de Birmingham. On peut voir les pierres ici. On vient au château depuis 1990. C'est la plus longue enquête jamais entreprise sur la question des maisons hantées. On a choisi cet endroit pour les nombreux phénomènes qui s'y sont déroulés. Personnellement, je pense que la science apportera des explications à ces phénomènes. Je suis sceptique de nature et je ne crois pas au paranormal. Le docteur Braithwaite pense que ces phénomènes sont des créations du cerveau. L'expérience suivante a pour but de mesurer scientifiquement le pouvoir de la suggestion en disant à des volontaires que le château est réputé pour être hanté ou que l'environnement physique du lieu peut enclencher des réactions corporelles. Je ne crois pas aux fantômes, ni au paranormal. Je crois parfois aux fantômes et parfois non.
Ça dépend des fois. Je n'exclus pas l'existence des fantômes, mais je n'y crois pas forcément. Je vais placer sur vous des capteurs psychophysiologiques. Ça ne présente aucun risque. On va mesurer l'activité électrodermale, l'activation des muscles faciaux. Ça va comme ça? Ça va. Et la température corporelle, pour évaluer leur niveau d'anxiété, de stress ou toute forme d'émotion. Bien installé? Oui. Parfait. Commençons. Vous attendez-vous à ce que quelque chose d'inexpliqué se passe pendant cette expérience? Sur une échelle allant de -5 si pas du tout, à +5 si vous en êtes persuadé. -5. -5, Je dirais 0. 0, d'accord. -5. -5. Ces graphiques montrent 3 variables psychophysiologiques indépendantes, connues pour être fortement influencées par l'anxiété, le stress et d'autres types d'émotions. Il est prouvé que le pouvoir de la suggestion peut prédisposer un individu à vivre une expérience étrange. On veut déterminer si certains endroits de ce château ont le pouvoir de provoquer ce genre de réaction chez des individus plus réceptifs. La suite de l'expérience va mesurer les réactions physiques des volontaires qui vont passer une partie de la nuit dans 2 chambres différentes. L'une de ces chambres est supposée être hantée. Mais ils ne sauront pas laquelle. Pendant que les volontaires se préparent, Alejandro et Carla continuent leur investigation au Mexique. Ils espèrent collecter des éléments pour déterminer si l'île est bel et bien hantée. Ça, c'est notre équipement de base. Ils vont utiliser une caméra numérique, une caméra thermique et des instruments mesurant la température et l'activité électromagnétique. Il n'y a pas d'appareil électronique sur l'île. On devrait donc mesurer une activité de niveau 1 ou 2 maximum. Si ça dépasse ce niveau, alors qu'il ne devrait pas y avoir de charge ici, on peut suspecter une anomalie. C'est à cet endroit qu'ils sont morts. C'est donc ici que nous allons prendre des mesures. En l'occurrence, les variations de la température ou du champ électromagnétique, appelé aussi CEM. Le compteur devrait afficher 0. Mais quand on analyse cet endroit, il ne reste pas à 0. Il n'y a pas d'appareil électrique. Ça passe de 1 à 1.6. Alejandro détecte un pic sur le compteur CEM. Certaines poupées présentent des résultats étonnants. Il y a clairement quelque chose. Je détecte une charge électrique, électromagnétique. C'est une poupée électronique. S'il lui reste de la batterie et qu'elle fonctionne encore, ce n'est pas étonnant de l'entendre. Ça reste des analyses primaires. C'est la nuit que des choses sont censées se passer. On va donc attendre la nuit. À la nuit tombée, Alejandro et Carla demandent à Anastasio s'il a déjà rencontré des fantômes sur l'île. Vous avez déjà vu ce que votre oncle dit avoir vu la nuit? La fille qui s'est noyée? Vers 1h du matin, j'entends beaucoup de voix et j'entends aussi des pas de femmes. Et ensuite, sur le pont, je vois une fille marcher. Je pense que les poupées sont vivantes parce que je les ai vues bouger et je les ai entendues. Je veux pas rester là. J'ai peur. Quand j'en parle, j'ai comme des... La chair de poule? Ouais. Pourquoi je crois aux fantômes? Parce qu'ils sont venus me hanter.
Pendant ce temps, chez Amy, aux États-Unis, le matériel de surveillance est en place. C'est sur celle-ci que l'une de nos enquêtrices a vu de ses propres yeux une apparition physique aller d'une pièce à l'autre. Joe Gallant et son équipe d'enquêteurs prennent leurs postes respectifs pour la nuit. Équipés de caméras infrarouges et de détecteurs de champs magnétiques, ils vont à tour de rôle patrouiller dans la maison pour mettre en évidence une activité paranormale. Certaines personnes avancent qu'une activité électromagnétique anormalement élevée prouve l'authenticité d'une activité paranormale. Mais d'autres personnes pensent que ces activités électromagnétiques peuvent avoir une influence sur le comportement de personnes réceptives et provoquer chez elles des hallucinations. Ils ne voient pas vraiment un fantôme, mais ils pensent le voir. Chris French pense qu'il existe également une explication logique aux portes qui claquent et aux objets qui volent. Beaucoup de gens prétendent avoir été témoins d'objets ayant bougé tout seuls. On se rend souvent compte que le fait qu'un faux médium leur suggère cette idée suffit à les persuader que c'est le cas, même si l'objet n'a en réalité pas bougé d'1 centimètre. Dans d'autres cas, bien sûr, il s'agit tout simplement de canulars. Au Mexique, la nuit est déjà bien avancée sur l'île des Poupées. Alejandro et Carla continuent à chercher les preuves d'une potentielle activité paranormale. Ils utilisent maintenant une caméra digitale et une caméra thermique. Cet appareil donne la température exacte de chaque objet sur lequel nous le braquons. On peut donc voir toute variation rapide. Normalement, quand on voit un fantôme, la température chute. Jusqu'ici, tout est normal. Complètement normal. On ne doit pas se laisser influencer, mais c'est ici que... C'est bizarre. Oui, je le sens aussi. Ici, tu le sens? Comme si quelque chose nous attirait. Il braque la caméra thermique sur les poupées qui présentaient une activité électromagnétique inhabituelle. Il y a une anomalie ici. Les poupées sont très vieilles, mais on peut voir une activité. Il se pourrait qu'on l'entende pleurer. Elle peut encore produire des sons, ce qui peut faire croire à une activité paranormale ou à la présence d'un fantôme. Mais quand on en mesure le champ énergétique, on constate que sa batterie est encore chargée. Je pense qu'il s'agit avant tout du pouvoir de la suggestion. Si des personnes s'attendent à voir quelque chose, ce qui se situe dans leur vision périphérique, et qu'ils ne peuvent donc pas distinguer clairement, peut être interprété comme un mouvement des poupées. Quand ils entendent des bruits, la nuit, ils pensent immédiatement que ça vient des poupées, alors que ça peut être un chat sauvage, ou n'importe quel autre animal. Après une nuit de recherche, le bilan est mitigé. Je pense que le mouvement des poupées peut être expliqué par des changements de climat. Elles sont en plastique et en nylon, des matières qui peuvent se contracter et bouger à cause du froid ou de la chaleur. Ça n'a rien à voir avec la présence de fantômes. Elles font du bruit parce que certaines d'entre elles ont des batteries qui sont encore chargées malgré les années. Le fait qu'elles bougent peut enclencher leur mécanisme et provoquer ces bruits. Je pense que les poupées ne sont pas hantées, mais que l'île l'est peut-être. On va continuer les recherches pour voir s'il se passe vraiment des choses bizarres ici.
Retournons en Angleterre où l'expérience continue au château de Muncaster. On a choisi cet endroit pour les nombreux phénomènes qui s'y sont déroulés. Les volontaires sont avertis que le château est supposé être hanté et que l'une des 2 chambres dans lesquelles ils vont passer une partie de la nuit aurait été le théâtre d'événements étranges, mais sans qu'on leur précise laquelle. J'aurais besoin que vous me donniez votre main gauche. L'expérience commence dans la chambre des tapisseries, celle qui est hantée. Maintenant, vous allez me confier toutes vos impressions, tout ce que vous ressentez. D'accord? Comment vous sentez-vous? Plutôt détendu. Je ne ressens rien de particulier. Mon cœur bat beaucoup plus vite que tout à l'heure. Je ne me sens pas à l'aise. Je suis assez nerveuse. Je me sens encore détendu. Tout a l'air normal. J'ai un sentiment étrange. Je n'ai jamais vraiment ressenti ça. Mais je n'ai pas l'impression que je vais me retrouver nez à nez avec un fantôme. Et maintenant, comment vous sentez-vous? Bien, détendu. Votre température corporelle a baissé d'1 degré. La température des filles a également baissé et leur activité électrodermale a augmenté. Surtout chez Cathy. Cette baisse de température est peut-être liée à l'ambiance froide de la chambre. C'est l'une des pistes que l'on étudie. Et nous n'avons pas de réponse définitive pour l'instant. Installez-vous dans le lit et mettez-vous à l'aise. La même opération est réalisée dans la 2e chambre qui est supposée ne pas être hantée. Comment vous sentez-vous, Kimberley? Bien, rien à signaler. C'est l'inverse de l'autre chambre. Je me sens vraiment à l'aise ici. Oui? Après avoir passé du temps dans les 2 chambres, d'après vous, laquelle serait la plus susceptible d'être hantée? Je ne sais pas, c'est difficile à dire. Je me sens plus détendu dans cette chambre que dans l'autre. La première chambre. Dans la première chambre, je me sentais très mal à l'aise. J'étais nerveuse, mais je ne savais pas vraiment pourquoi. J'étais un peu plus détendu dans la 2e chambre. Je n'avais pas vraiment constaté de différence, mais le château dans son ensemble donne la chair de poule. Les recherches du docteur Braithwaite au château de Muncaster sont pour l'instant peu concluantes. Mais il a développé une théorie. Je suis assez nerveuse. Nos recherches ont montré que certaines personnes sont plus enclines que d'autres à présenter certains résultats, et que cela peut avoir une conséquence dans le fait d'avoir des expériences inexpliquées et dans l'intensité de ces expériences. Sur les 3 volontaires, 2 ont présenté une baisse de leur température corporelle et une activité électrodermale intéressante. Un volontaire sur les 3 a présenté des symptômes de stress assez importants et a dit avoir vécu une expérience troublante. Ce qui correspond exactement à la proportion de visiteurs du château qui vivent le même genre d'expérience. J'en conclus donc que l'explication de ce genre de phénomène réside dans le cerveau de ceux qui les vivent. Et je ne vois pour ma part aucune preuve de l'existence réelle du paranormal, telle que des fantômes et autres apparitions. Ça m'a vraiment fait réfléchir à l'existence du paranormal. Après une nuit d'enquête pour l'équipe de Joe Gallant, le jour s'est levé sur la maison d'Amy Moore.
On en a filmé un peu plus que la dernière fois. Il se prépare à passer en revue les résultats collectés. On a enregistré des EVP et on veut vous les faire écouter. Je veux les écouter. Ok, on va vous les passer. On ne va pas vous dire ce qu'on a entendu, nous. Dites-nous ce que vous entendez. Vous entendez quelque chose? Je n'ai pas aimé. Vous savez ce qu'ils ont dit? Parce qu'elle est là. On entend « dis-lui quelque chose, dis-lui qu'elle est morte ». Repasse-le, Robin. Ce qui m'a le plus marqué dans les EVP enregistrés dans le Connecticut, c'est que le son est très mauvais. L'un des sons ressemblait à une voix. Mais pourquoi serait-ce la voix d'un esprit? Je pense que c'est seulement la voix d'une des personnes présentes dans la maison qui a chuchoté et s'est retrouvée sur l'enregistrement. Passons au suivant. Celui-ci est plus convaincant et plus effrayant. Dites-moi ce que vous entendez. Une fois de plus, on ne va pas vous dire ce que nous on a entendu. Prête? Oui. Brûler? Brûler les enfants? Ouais, laissez les enfants brûler. Je savais bien qu'il y avait un esprit maléfique. On a fait des études sur ce genre de stimuli. Si l'on ne dit pas aux gens ce qu'ils sont censés entendre, ils n'entendent rien. Une fois qu'on leur révèle le message supposé, ils disent l'entendre. Ça prouve que tout dépend de leurs attentes. Les psychologues appellent cela l'approche descendante. C'est l'influence de nos croyances et de nos attentes sur la perception d'un stimulus ambigu. L'une de nos caméras a enregistré quelque chose. C'est dans le grenier, au 3e étage. Mon Dieu, ça a bougé. Effectivement. Ça fait peur. Il y a quelque chose dans cette maison qui n'est pas... Pas très sympa. Non, pas sympa. Pas sympa du tout. C'est sans aucun doute l'une des maisons les plus hantées que nous ayons jamais vues. C'est ma maison. Et j'y resterai aussi longtemps que je veux. Elle est à moi, pas à eux. D'après nos connaissances sur le fonctionnement du cerveau, il n'est pas possible qu'une forme de conscience survive à une mort physique. Pour moi, toute forme de vie après la mort restera totalement improbable tant qu'on ne me fournira pas une preuve irréfutable du contraire. Je ne me sens pas à l'aise. Après plus de 20 ans de recherche sur les phénomènes paranormaux, je n'ai jamais vu la moindre preuve tangible de l'existence des esprits, d'une vie après la mort, ou d'une quelconque forme de communication entre les vivants et les morts. Soyons clairs, ces phénomènes sont fascinants. Ils semblent très réels aux personnes qui les vivent. Mais ce ne sont que des hallucinations. Il nous reste à appréhender comment ces hallucinations peuvent se manifester chez des personnes sans problèmes mentaux pour pouvoir vraiment les comprendre. Je suis persuadée qu'il y a deux choses maléfiques ici. Deux choses très méchantes. Vous n'y croyez pas? Alors venez dormir chez moi. Je suis sûre que vous y croirez le lendemain.